Alors, notre conférence, elle a concerné un thème hyper intéressant qui nous concerne tous. Et ce thème-là, c'est les énergies des lieux. On va voir ensemble, en fait, quels sont les types d'énergie qui traversent nos lieux. Alors, quand je dis les lieux, en fait, c'est global. C'est-à-dire les lieux, ça peut être un lieu d'habitation, un appart, une maison, une résidence, ça peut être un lieu de travail, ça peut être une forêt, ça peut être un espace privé ou public. Donc, on va voir ensemble quel type d'énergie traverse ces lieux, comprendre comment ça peut influer sur nous, sur notre être. Et puis ensuite, je partagerai avec vous des petits outils, des petites techniques pour prévenir et se protéger un petit peu des énergies négatives. Alors, s'il y a des personnes qui peuvent me dire si le son est bon, ok. Alors, on commence. Alors, tout d'abord, je voulais vous dire que dans les lieux, en fait, il faut bien comprendre que ce qui est assez fascinant, c'est que vous viviez dans un lieu qui est présent, qui est là depuis un an, 2 ans, si c'est une maison récente, ou que cette maison soit ancienne depuis plusieurs siècles, en fait, ce lieu, il est traversé et c'est le mélange de toutes les énergies qui ont traversé ce lieu depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que c'est assez fascinant. Euh, donc, comprenez bien, hein, même si vous êtes en location depuis 6 mois, ben en fait, cette énergie-là, ce lieu-là, il est touché par tout ce qui a traversé le lieu depuis le début. Et ça, souvent, quand je discute avec des personnes qui m'appellent pour faire un rééquilibrage de lieu, elles ont du mal à admettre cette idée que, ben, en fait, les énergies sont puissantes et traversent ce lieu depuis toujours. Donc, bien comprendre cette chose-là. Aussi, une chose importante, c'est qu'il n'y a pas en soi de bons lieux, de mauvais lieux. Il y a des lieux qui sont bons pour vous ou pas bons pour vous, et des lieux qui sont bons pour telle fonction ou telle autre fonction. Il y a des lieux qui sont faits pour être habités en fonction de ce qu'il y a qui structure le lieu et puis ce qu'il y a en dessous. Il y a des lieux qui ne sont pas faits pour être habités. Il y a des lieux qui ont été consacrés pour faire certaines choses et pas d'autres. Et c'est là, en fait, où parfois on est confronté à des grosses problématiques. C'est que, on va voir, il y a des gens qui habitent des lieux qui ne devraient pas être habités. Et ça, ben, on va voir que ça peut être marrant. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je vous en ferai part. C'est des petites anecdotes que j'ai vécues on m'appelle pour faire un rééquilibrage de lieu. Alors, déjà, les énergies des lieux. Euh, Aujourd'hui, je ne vais pas développer ce qu'on appelle la géobiologie. J'en parlerai une autre fois. La géobiologie, grosso modo, pour voir la géobiologie étymologiquement, ça veut dire l'étude de la vie sur Terre. Et quand ça concerne un lieu, c'est les énergies qu'il y a au niveau du sol et surtout. Aujourd'hui, je vais vous parler des énergies qu'il y a au-dessus du niveau du sol. Déjà, il y en a beaucoup. Je vais aborder rapidement la géobio, mais ça prendrait une conférence entière. C'est juste pour que vous compreniez qu'il y a tellement d'énergie qui nous traverse que je ne peux pas parler de tout. Et une autre chose qu'il faut retenir, c'est que je ne pourrais pas parler de toutes les énergies qui traversent le prisme en fonction de son propre filtre. En fait, je pourrais passer toute ma vie à analyser un lieu et je trouverai toujours des énergies. C'est infini en fait, parce que des dimensions, il y en a une infinité. Je vois, par exemple, je ne parlerai pas des énergies extraterrestres et tout. Il peut y avoir des trucs comme ça, mais on ne peut pas rentrer là-dedans parce que sinon on n'en finit plus. Alors, déjà, comprenez bien une chose super importante. Un lieu, c'est la rencontre entre trois dimensions. C'est d'abord la structure. Un lieu est structuré matériellement, par exemple, vous prenez une maison, il y a les poutres, il y a le toit, tout ça, c'est la structure visible. Ça, c'est la première sphère, c'est le premier domaine. La deuxième dimension, le deuxième domaine, c'est la mémoire du lieu, toute son histoire, tout depuis la nuit des temps, qui va générer de l'énergie.
La troisième dimension, c'est tous les êtres vivants qui le traversent ou qui y vivent. Et ces trois dimensions s'interpénètrent. Vous voyez à quel point l'histoire du lieu, sa structure, les êtres vivants, tout ça, ça va faire un mélange qui va faire que les énergies, je vais définir ce que sont les énergies, vont comme générer des empreintes comme sur une grille énergétique en fait. Vous voyez? À chaque fois que quelqu'un pense quelque chose, a une émotion dans un lieu, à chaque fois qu'il y a un acte, qu'il y a un comportement, qu'il s'est passé un événement, ça génère une empreinte énergétique dans un lieu et tout ça va s'accumuler au fil des temps, va se mélanger entre les polarités positives et les polarités négatives et ça va donner une coloration à l'instant T d'un lieu. C'est pour ça que parfois vous dites dans ce lieu instantanément je me suis senti bien. À l'inverse, d'autres personnes vont te dire dans ce lieu je me sens trop mal, j'ai un malaise. Dites-moi pourquoi et c'est là qu'on intervient, qu'on on fait une étude du lieu, on essaie de comprendre pourquoi ça ne va pas. Voilà. Alors, comprendre ce qu'est une énergie. Bon, déjà, l'énergie, qu'est-ce que c'est? L'énergie, chaque fois que vous pensez, à chaque fois que vous avez une émotion, à chaque fois que quelque chose se... Une énergie envoie de l'information consciente. Et tout ça va s'emmêler dans le lieu. Donc comprenez bien que ça fait beaucoup. Et quand vous allez rentrer dans un lieu, eh bien vous allez être confronté à l'ensemble de toutes les énergies depuis la nuit des temps, sauf si quelqu'un est bien sûr été intervenu pour nettoyer. Sinon, bah, sinon vous allez, si vous êtes un petit peu intuitif, si vous êtes un peu sensible, eh ben, vous allez vous sentir ou plutôt bien ou plutôt mal en fonction de ce qui s'est passé. Voilà. Donc je vous propose de vous expliquer tranquillement un petit peu quels sont les grands types d'énergie qu'on trouve dans un lieu, parce qu'il y en a un paquet, hein. On va voir d'abord les énergies qui dépendent de l'être humain. Alors, les énergies, il faut bien comprendre qu'il y en a une infinité. Et quand on dit des énergies positives, on va dire que c'est des énergies en fait, par exemple au niveau des émotions, qui nous remplissent, qui nous font plaisir. Par exemple, la joie, l'amour, la douceur, l'harmonie. Voilà un type d'énergie plutôt positive qui, dans un lieu pour une personne normalement constituée, va apporter du positif. Tous ces types d'énergie en fait. En sachant très bien, comme je le disais, qu'il n'y a pas de lieu bon ou mauvais en soi, il y a des gens qui vont s'éclater et vont être super heureux dans des lieux super plombés, hein. Bon, prendre l'exemple, c'est caricatural, mais vous voyez la famille Adams, hein, le film de la famille Adams, bon, eux, ils vivent dans des lieux un peu chargés, mais eux, ils sont super heureux parce que ça dépend, ça correspond à leurs vibrations intérieures, à leurs énergies intérieures. Donc comprenez bien que le but, c'est pas de créer des lieux qu'on va nettoyer, qui vont être tous standardisés. Le but, c'est de ressentir le lieu et de ressentir la vibration des personnes qui vivent pour rééquilibrer le lieu et leur offrir un lieu qui correspond à leur propre vibration. Voilà. Si à la famille Adams, vous transformez le lieu en atmosphère un peu rose bonbon comme chez Sissi, à mon avis, ils vont pas se sentir super bien. Donc l'idée, voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais lieu. Il y a des lieux qui sont bons ou pas bons en fonction des personnes, en fonction des fonctions aussi. Parce que des lieux ont des fonctions particulières et parfois, nous, êtres humains modernes, on a tendance à oublier ça. Je vais y revenir. Voilà. Si dans le chat, je salue tout le monde et j'ai pas eu le temps. Bonjour Patricia, Karine, Capucine, Marie, Muriel, Carole et tous les autres. Bienvenue, je suis ravi de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien. Si vous avez des questions sur les lieux, sur les énergies des lieux, vous n'hésitez pas de le mettre dans le chat. Je ferai en sorte d'y répondre avec grand plaisir. Allez, on y va. Donc, les types d'énergie des lieux. Alors d'abord, comprendre que parmi les types d'énergie des lieux, il y a les énergies qu'on dit liées à la géobiologie. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la géobiologie. Comme je disais, ça correspond au niveau du sol et tout ce qui est en dessous, mais c'est énorme en fait. Et c'est immense l'influence que ça peut avoir. Et je vais un petit peu détailler, mais comprenez bien une chose, c'est que, et ça c'est un peu problématique, c'est que nous sommes la première civilisation
à ma connaissance, qui ne faisons pas appel à un spécialiste pour savoir si, avant d'habiter un lieu ou de lui donner une fonction, ce lieu est adéquat ou pas. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'en général, on fait une opération immobilière et puis on met là des locaux professionnels, là des locaux pour habiter, puis on verra bien si c'est chouette. On est orienté plein sud, c'est super. On a un jardinet, c'est super. Par contre, ce qui se passe en dessous au niveau énergétique, on s'en fout ou on n'en a pas conscience. Comprenez bien que ça, c'est hyper important et qu'on est la première génération, je pense, à ne pas prendre en compte suffisamment cette dimension-là. Les Romains le faisaient, les Égyptiens le faisaient, les Grecs le faisaient, nos ancêtres le faisaient, de venir, d'étudier un lieu, le sol, le sous-sol, et de faire une analyse de ça pour savoir si ce lieu est fait pour être, par exemple, habité. Parce qu'il y a des lieux qui ne sont pas faits pour être habités. Ou si ce lieu doit être habité, il faut d'abord faire certaines choses pour modifier les énergies du lieu. Par exemple, si sur le lieu où vous avez acheté, par exemple, un terrain de 1000 mètres carrés, ben avant il y avait un cimetière païen, il y a plus de 2500 ans, comprenez bien que les énergies du cimetière païen ne sont pas forcément adéquates pour habiter le lieu. Donc, il est sans doute important de nettoyer le lieu pour lui donner une nouvelle fonction qui est un lieu d'habitation. Si on ne le fait pas, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va appeler un thérapeute, énergéticien, on va m'appeler, on va me dire je comprends pas, j'ai une super baraque au bord de la mer, 4 pièces, un beau jardin, très bien orienté, et on se sent mal. Oui, mais le problème, c'est que si tu testes, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, tu sens qu'en dessous, par exemple, il y a un cimetière, un vieux cimetière, ou plus récent, un dispensaire. Il y avait un dispensaire où il y a eu beaucoup de souffrance. Et tout ça n'a pas été nettoyé. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui habitent ce lieu sont pas bien. Parce qu'il y a interpénétration, parce que les énergies qu'il y a eu avant, de la souffrance, de la tristesse, de la colère, eh bien, en fait, impactent le lieu. Elles sont dans cette grille énergétique, dans cette toile d'araignée, où en fait toutes les énergies se mêlent. Vous comprenez bien? Donc là, ben, on est face à une problématique, c'est que les gens ne comprennent pas. Ils ont payé super cher une maison. Et bah, ça a coûté cher, mais on n'est pas bien dedans, quoi. Donc voilà le problème. Donc en géobio, qu'est-ce qu'on va trouver? Les grandes familles d'énergie, ça va être par exemple les veines d'eau. Donc les veines d'eau, c'est l'eau qui passe en dessous. Donc comme je le dis souvent, l'eau c'est la vie. Par contre, le problème c'est que si vous faites, oui, si on a un appart avec des voisins en dessous, bah, ça change rien parce qu'en fait l'énergie elle monte même au 10e étage en fait. Euh, Donc les veines d'eau, le problème de l'eau, c'est que c'est pas un problème en soi, l'eau c'est la vie, donc c'est super. Le problème c'est que l'eau, ça tourne en forme spiralée et que la vibration est très puissante. Donc si par exemple des veines d'eau passent en dessous de votre chambre, de la chambre de vos enfants ou du salon, les creux qu'il y a sous la terre à plus ou moins grande profondeur, hein, c'est la terre qui travaille, hein, c'est tout à fait qui va se sentir mais vraiment inspiré. Et des fois, on a des cas où les gens sont vidés de leur énergie en fait, carrément crevés. Là, on intervient. Je vous expliquerai un peu comment je travaille. On peut faire quelque chose. On a aussi des vortex naturels. Alors, les vortex, c'est des sources d'énergie, des colonnes d'énergie tout à fait naturelles qui font remonter l'énergie du sol vers la surface. C'est rien de plus naturel. Bah, sauf que si vous avez une colonne d'énergie en plein milieu de votre salon, bah, ça fait un peu ambiance discothèque hein, au niveau vibratoire. Donc c'est un peu difficile de se détendre, de regarder Netflix si vous avez une colonne d'énergie. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut déplacer tout à fait sereinement et sans gêner qui que ce soit cette colonne d'énergie, ce vortex. On a, on a comme autre phénomène, on a aussi tout ce qui est pollution tellurique. Alors ce que j'appelle les pollutions telluriques, c'est toutes les pollutions qui viennent de la Terre. Alors pour une partie, c'est bah, des pollutions humaines hein, qui sont liées à ce que l'activité humaine, agricole, qui utilise encore beaucoup de produits polluants, des choses comme ça. Ça va générer beaucoup de particules et ça va polluer le lieu. Donc vous voyez déjà, veine d'eau potentielle, faille, vortex, pollution tellurique, tout ça, on peut avoir un paquet d'énergies qui peuvent influer positivement ou négativement en fonction de comment est notre maison.
Donc, vous imaginez, vous rentrez dans une maison et vous savez pas qu'il y a en dessous. Et quand vous faites appel à un spécialiste, et puis vous dit ouais, mais le problème c'est qu'en plein milieu du salon, il y a une faille. Et là, ben, faut gérer le problème. Voilà. Alors maintenant, je rentre sur les énergies au-dessus du niveau du sol. Alors d'abord, je vais faire par famille. Alors, les familles des énergies liées aux êtres vivants, aux êtres humains. Donc on a d'abord tout ce qui est euh, pollution émotionnelle. Par exemple, c'est l'accumulation de toutes les énergies liées aux émotions de tous les gens depuis la nuit des temps. Enfin, même si après une maison s'est construite, les gens, bah, ils faisaient leur vie. Alors des fois ils pleuraient, bah, des fois ils étaient heureux. Voilà, tout ça faisait un déversoir d'énergie et tout ça va donner une coloration émotionnelle au lieu. Va s'ajouter à ça tout ce qui est lié à la sphère mentale, donc ce qu'on appelle les formes pensées individuelles, et aussi ce qu'on appelle les égrégores. Alors, les égrégores, bah, en fait, c'est l'accumulation de formes pensées individuelles qui deviennent collectives. Deux personnes ou plus pensent à propos d'un sujet dans une maison. Ce sujet va faire un peu des bulles d'énergie, si vous voulez, plus ou moins fortes. Imaginez si tous les jours les gens ont des problèmes et pensent par exemple au fait qu'ils ne peuvent pas payer leur loyer parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Tout ça va générer des égrégeurs négatifs d'émotions très très lourdes en fait, qui vont faire que bah, si c'est pas nettoyé, bah, au bout de plusieurs mois, plusieurs années, ça va être plombé. Alors maintenant, très simplement, parce qu'il y a sans doute des personnes qui sont plus ou moins sensibles à ça. Des personnes qui sont hyper rationnelles et qui se disent de quoi on parle là. Mais très simplement, je pense que c'est arrivé quasiment à tout le monde. Vous rentrez dans une pièce, moi ça me le faisait assez régulièrement quand j'étais au travail. Vous rentrez dans une pièce où des gens se sont engueulés, il y a eu une réunion un petit peu difficile. Vous rentrez et vous sentez une atmosphère lourde. En fait, c'est simplement le ressenti des émotions négatives du moment. Il n'y a rien de plus. Il y a rien de subtil sur des zones déterminées qui permettent de neutraliser des disharmonies énergétiques. Voilà. Ce qui fait que l'avantage, c'est que ça ne se voit pas à l'œil nu. Et ça permet de réguler des problèmes sur des zones précises. Voilà. Après, il y a d'autres géobiologues qui travaillent différemment. Alors, comme je disais, oui, il y a des énergies bah, qui vont toucher les gens différemment. Vous sortez d'une réunion où les gens se sont engueulés. Il y a comme le sentiment d'un plafond bas, vous voyez, très lourd en fait. Ben ça, tout le monde l'a plus ou moins ressenti. Ben ça, c'est lié aux émotions, aux énergies qui sont venues se déposer. Les gens se sont criés dessus et tout. Donc, imaginez quand ça s'accumule des années, que c'est pas nettoyé. Par exemple, je suis surpris de voir bah, que finalement, dans les lieux de santé, on fait pas encore assez appel aux énergéticiens pour nettoyer les lieux parce que c'est des lieux où on dépose beaucoup de souffrance. Donc là, ben là, on fait comment là? Si c'est pas nettoyé. Mais surtout le thérapeute lui-même, si lui-même se nettoie pas et nettoie pas son lieu, bah, au bout d'un moment, ça va devenir vraiment très 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 pesant pour lui. Voyez. Donc voilà, toutes les pollutions émotionnelles, ce qu'on appelle aussi les pollutions comportementales. Quand il y a des événements, des comportements, par exemple, imaginez, je vais prendre volontairement quelque chose d'un peu dramatique, un homme qui bat sa femme, ça va générer une empreinte dans la grille énergétique avec une forme de mémoire négative qui va générer un type d'énergie qui va influer. Donc quand vous avez des lieux comme ça où il y a eu des violences, ou à l'inverse, des lieux où les gens étaient heureux, ils s'aimaient, ils s'embrassaient, tout ça, ça va générer des énergies plutôt positives. Ça va générer ce qu'on appelle des pollutions comportementales si c'est négatif. Voilà. Autre chose aussi, parce que l'être humain, il a une pensée très créative, ce qu'on appelle les émanations astrales. Qu'est-ce que c'est une émanation astrale? C'est une création de notre esprit qui va générer des formes dans le subtil.
Je prends un exemple, voilà, vous êtes enfant, vous avez vu le film Superman, ça vous a passionné, et vous pensez sans cesse à Superman, c'est votre idole, et en fait, à force de penser à Superman, ça va générer une émanation astrale, une création dans le subtil de, de Superman avec les énergies qui vont avec. Alors Superman ça va, c'est cool, mais imaginez que vous pensez à des trucs assez horribles, genre des monstres et tout. Mais en fait, la pensée va être très créative et va générer euh, dans le subtil des émanations, des formes qu'on va créer qui vont influer sur le plan énergétique. Il faut savoir que dans la tradition bouddhiste, il y a ce qu'on appelle les tulpas. Les tulpas, ça va encore plus loin. Certaines personnes sont suffisamment aguerries et puissantes sur le plan de la pensée créative pour arriver à générer, à créer de toutes pièces des émanations, des objets ou des êtres qui n'ont pas d'âme, bien sûr, mais qui apparaissent dans la matière. Faire surgir du subtil des choses dans la matière. Si vous êtes intéressé, vous tapez tulpa, T-U-L-P-A, et vous verrez à quel point ça peut aller loin, la pensée créative de l'être humain. Là, on n'en est pas là des tulpas, mais dans les maisons, bah, parfois, la pensée créative génère aussi beaucoup de choses. Okay. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre On a toutes les mémoires énergétiques du lieu. Ça, c'est ce qui est extérieur à nous, mais les mémoires, en fait, avant, ça a été une forêt où on a fait il y avait des réunions de magiciens ou de sorciers, et puis après, c'est devenu une bergerie, et puis il s'est passé des trucs là aussi, puis vous achetez cette maison, et en fait, vous, vous devenez le dépositaire d'un lieu qui a des mémoires depuis 800 ans ou 1000 ans. Vous imaginez un petit peu c'est Secret d'Histoire avec Stéphane Bern, hein, en fait, vous vous rendez pas compte, mais en fait, le lieu que vous, innocemment, vous dites, mais ce lieu, en fait, il a été restauré l'année dernière, on repart sur des bases nouvelles. Oui, sur le plan structurel, mais sur le plan des mémoires énergétiques, rien du tout. On repart sur l'ensemble des mémoires qui sont passées. Et là, si vous êtes sensible aux énergies, bah, parfois vous allez sentir certaines choses. Et là, bah, parfois on peut avoir des surprises. Alors, on va faire la différence, c'est important, puisque souvent à la télé, on voit des reportages sur les fantômes et tout. C'est quoi la différence entre la mémoire d'une entité, par exemple, je vais parler ensuite des entités, euh, et la présence d'une entité elle-même. Parce que parfois on confond la mémoire de quelque chose avec la présence d'une entité. Alors, la mémoire, par exemple, d'une entité, ça va être, on va prendre l'exemple caricatural de la Dame Blanche, qui est dans l'aile d'un château. Tous les soirs, à minuit précise, elle descend des escaliers, elle tourne à droite, et puis elle traverse le couloir en criant. Tous les soirs à même heure. Ben ça, il y a de fortes chances que ce soit pas elle est tellement puissante sur le plan énergétique qu'elle se répète. Elle fait comme des hoquets un petit peu, vous voyez. Tous les... Alors qu'une blanche, ben, une fois elle apparaît à 8 heures du mat, en haut des escaliers, une fois à 2 heures de l'après-midi dans le salon, ben là, il y a plus de chances que ça soit la présence effective d'un défunt. Donc voilà, pas confondre la mémoire énergétique de quelque chose avec la présence d'un défunt. Et il faut savoir qu'à propos de la mémoire des lieux, il y a certain nombre de personnes, hein, tout à fait bien dans leur tête et pas du tout délirantes, qui ont, par exemple, sur des lieux fortement teintés énergétiquement, par exemple des lieux où il y a eu des batailles avec beaucoup de morts. Par exemple, je prends l'exemple des plages du débarquement en Normandie, beaucoup de gens, enfin un certain nombre de gens ont attesté avoir soit entendu, soit vu des gens se battre. Alors que c'était en 2015, en 2020 et que on n'était plus en 1944. En fait, ça, c'est la mémoire d'un événement qui est tellement puissant sur le plan énergétique qu'en fait, ça a tendance à résonner par-delà l'espace et le temps. Vous voyez? Et ça arrive, et ça peut arriver dans des maisons aussi. Quand il y a eu des événements très graves ou très puissants sur le plan énergétique en positif ou en négatif, ça résonne tellement que parfois, on peut entendre dans le subtil, on peut voir, on peut sentir des choses aussi. J'y répondrai avec plaisir.
Alors, magie noire, magie rouge, magie verte, les rituels, les incantations, les sorts. Il peut arriver, c'est pas tous les jours hein, que je vois ça, il peut arriver que dans certains lieux, à une époque, il s'est passé quelque chose, soit quelqu'un a, soit dans le lieu, généré un acte d'énergie sombre, soit ce lieu a reçu un acte de magie de quelqu'un de l'extérieur qui a voulu faire du mal à quelqu'un. Donc ça peut arriver. Donc dans ces cas-là, effectivement, en fait, ça impacte sur le vivant. Parce qu'imaginez que le lieu où vous êtes, il y a 500 ans, il y a eu un puissant magicien qui a agi, hein, qui a joué avec les énergies, hein, puisque l'être humain, il est joueur, donc il joue hein, avec ça. Eh ben, ça peut impacter. Ça peut, suivant la teneur de l'énergie, ça peut être très très pesant. Voilà. Capucine. Ben, merci hein, pour les. Oui, tu as la conscience de l'importance de la vibration du lieu de vie de travail. Et oui, oui, ben, c'est moi qui te remercie. Effectivement, on n'en a pas toujours conscience, mais c'est tellement important que qu'un lieu où on vit soit un peu la prolongation de notre être quelque part. Parce que trop souvent, on pense qu'il y a nous et puis il y a le lieu. Alors qu'en fait, tout ça entre en résonance et que c'est tellement important d'avoir un lieu où non seulement on se sent bien visuellement, d'un point de vue architectural, esthétique, mais aussi au niveau de l'énergie, c'est-à-dire que régulièrement déjà, de nettoyer son lieu avec des techniques basiques que je montrais. Bon, après, il faut peut-être une fois par an faire appel à un spécialiste aussi, parce que pour nettoyer des grosses zones, c'est pas évident. Mais déjà, prendre soin de son lieu, de l'investir. Voilà, c'est pas anodin un lieu. Et un lieu de travail, c'est pareil. Même quand on travaille dans un lieu, dans une. Je te remercie, Capucine, pour tes remarques. Donc, je disais, les énergies sombres, il y en a énormément. Rituels, incantations, magie négative. Je vous ferai une vidéo là-dessus, mais oui, ça peut impacter et ça existe. Comme je le dis souvent, il y a autant de spécialités d'énergie négative et d'énergie sombre qu'il y a de spécialités culinaires dans le monde, hein. Il y en a aux quatre coins du monde et l'être humain joue avec ça. Donc parfois, on sent des résidus passés ou présents de ce type d'énergie. Et dans ce cas-là, il faut les nettoyer. Parce que c'est très lourd, c'est gluant en fait. Qu'est-ce qu'on a comme autre type d'énergie? On a ce qu'on appelle les cinq éléments fondamentaux du vivant. Les cinq éléments fondamentaux du vivant, c'est l'élément terre, feu, eau, air et terre. Alors, je vais les détailler un petit peu, expliquer. L'élément terre, ça renvoie à comment le lieu est bien là où il est, comment il est bien présent, comment il est bien installé. Il y a des lieux qui sont mal installés, mal équilibrés, et dans ce cas-là, l'élément terre va être déséquilibré. Vous avez l'élément feu aussi. L'élément feu renvoie à la flamme de vie, au souffle de vie. Il y a des lieux qui sont très froids, très sombres. Dans ce cas-là, il faut revitaliser l'élément feu, le faire remonter pour faire revivre le lieu. On a d'autres, comme autre élément aussi, on a l'élément air. Air, c'est la respiration du lieu. Comment il respire, comment il se déploie. On a l'élément eau. Ça renvoie beaucoup à la fois à la présence de l'eau ou pas et est-ce que c'est équilibré sous terre, mais aussi l'eau, ça renvoie à l'aspect émotionnel. L'eau et l'émotion, c'est lié. Comment les émotions sont vécues dans le lieu. Et enfin, on a le cinquième élément qui est l'harmonie divine. Voilà. On a des lieux qui justement ont été tellement impactés par des événements durs, par des attaques type énergie sombre que l'élément éther est très déséquilibré. Dans ce cas-là, il faut nettoyer, rééquilibrer pour remettre de l'harmonie. Voilà. Alors ensuite, il y a aussi, et ça c'est plus récent et ça a une énorme influence sur le vivant, c'est tout ce qui est
pollution électromagnétique. Alors, les pollutions électromagnétiques peuvent venir d'abord de tous les appareils qu'on installe chez nous. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas mettre d'appareil. Il faut juste prendre conscience que l'être humain a sa propre vibration, le corps humain a sa propre vibration, et qu'il entre en résonance avec d'autres appareils. Du coup, quand vous mettez beaucoup d'appareils, et suivant quel type d'appareil et où il se trouve, ça peut un peu, à un moment, ça peut influer sur le cerveau, sur le corps, sur tous les organes en fait. Donc, s'assurer par exemple, je vous donne un petit truc là, mais par exemple, si vous utilisez votre téléphone portable comme réveil matin, mettez-le en mode avion. Parce que si vous posez votre téléphone portable à côté de vous sur la table de chevet au niveau du cerveau et qu'il est jamais en mode avion, je peux vous dire que votre cerveau et votre corps il prend des décharges. Donc pensez à mettre du mode avion, pensez à éteindre vos livebox, pensez à débrancher à la source en fait, parce qu'il y a beaucoup de pollution électrique aussi souvent. On laisse allumer et en fait ça nous pollue énergétiquement. Ça c'est quand vous regardez par exemple les micro-ondes. Bon, les micro-ondes déjà, bon, sur le plan nutritionnel, c'est comme si vous massacriez vos aliments, parce qu'en fait, c'est niveau zéro de la nutrition. Bon, c'est un peu comme si on mangeait du carton, mais des fois, on n'a pas trop le choix. Bon, mais évitez de vous mettre devant, parce que je peux vous assurer que le micro-ondes, il envoie des vibrations vraiment pas très bonnes pour le corps. Donc, quand vous allumez le micro-ondes, évitez de rester devant. Allumez-le, écartez-vous. Ça, c'est une chose. Ensuite, tout ce qui est antenne, haute tension, moyenne tension, basse tension extérieure, elles influent énormément. Donc quand vous allez acheter une maison, essayez de voir, jetez un coup d'œil aussi aux appareils à l'extérieur, parce que parfois entre la réglementation écrite et la réalité, parfois on se retrouve avec des poteaux basse ou moyenne tension très proches des maisons. Donc assurez-vous que ce soit pas trop près. Voilà, parce que ça, je peux vous assurer que ça débite énormément au niveau énergétique, hein. Ensuite, on a aussi, ça c'est plus ancien, mais on en a encore un peu résiduellement sur les maisons, ce qu'on appelle les pollutions hertziennes. Les pollutions hertziennes, c'est lié à l'utilisation des antennes, les anciennes télévisions, les anciens postes de radio qu'on n'a plus maintenant, mais ça a déposé dans des lieux des pollutions hertziennes. Donc, quand je nettoie un lieu, je nettoie à la fois les pollutions électromagnétiques et je nettoie aussi les pollutions de tous les appareils qu'il y a chez vous et jetez un coup d'œil sur tous les appareils qu'il y a autour quand vous habitez une maison, surtout avant, jetez un coup d'œil parce que là aussi, de limiter la casse, si vous pouvez éviter d'acheter une maison trop chargée sur le plan des pollutions électromagnétiques. Alors, je fais une petite pause de 10 secondes, je bois un coup. Alors, je bois un petit coup de chardonnay, donc comme on dit souvent avec modération. Ah, ça fait du bien. Alors, maintenant, je vais vous parler de toutes les entités qui peuvent, enfin pas toutes, mais les principales entités que vous pouvez rencontrer dans un lieu. C'est quoi une entité? C'est un être vivant, mais qui n'est pas incarné dans la 3D comme nous. Donc là, déjà, ça réduit nos êtres vivants à nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut rencontrer le plus souvent dans un lieu? Et qui peut influer énergétiquement, hein, parce que, on va le voir, un défunt par exemple. Ce n'est pas rare que quand on fait appel à moi pour nettoyer un lieu, eh bien, je ressente un ou plusieurs défunts. Ça peut être un défunt qui a habité ce lieu, ça peut être aussi un défunt qui est de passage. Alors, qu'est-ce qui se passe, par exemple, avec des défunts qui ont habité le lieu et qui fait qu'ils ne sont pas remontés, on va dire. Quand on dit remonter, c'est remonter sur des plans qui sont plus adéquats pour eux. Remonter vers la lumière ou sur un plan opportun pour eux. Ben, par exemple, il peut y avoir des cas de gens qui sont trop attachés au lieu. Dans ce cas-là, ils ne veulent pas remonter. Ils restent attachés, ils se disent bah, je suis bien dans ce lieu-là, même quand je suis mort, je reste là. Ben, du coup, qu'est-ce que ça fait ça? Ça pèse sur le lieu parce qu'un défunt, il va chercher à rentrer plus ou moins en contact avec le vivant en 3D. Du coup, bah,
les gens vont le sentir, ça va les épuiser énergétiquement. Il va y avoir une connexion qui va se créer. Et du coup, ben, parfois, on a des gens qui disent, mais je suis fatigué quand je suis dans cette chambre ou dans ce salon, parce qu'il y a un défunt qui est là et qui veut pas partir. Il n'est pas méchant, souvent ils sont pas méchants. C'est juste qu'ils épuisent un petit peu les êtres incarnés. Dans ce cas-là, on les fait remonter. On a aussi des gens qui n'ont pas conscience qu'ils sont morts. Ça arrive plus souvent qu'on croit, parce qu'en fait, vous dites, mais comment? Mais c'est horrible, quelqu'un qui reste des centaines d'années sans se rendre compte qu'il est mort. En fait, quand vous mourrez, la notion d'espace et de temps liée à la 3D disparaît complètement. Donc en fait, quelqu'un qui est mort il y a 500 ans pour nous est mort il y a une fraction de seconde. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas d'angoisse de l'éternité à se dire où je suis, qu'est-ce que je fais. C'est que la personne, souvent c'est des gens qui n'ont pas la croyance de l'au-delà ou des gens qui sont morts de manière brutale, et ben, du coup ils se retrouvent là, et ils ne savent pas qu'ils sont morts. Et dans certains cas assez rares, rassurez-vous, on peut avoir aussi des entités un peu malveillantes. Souvent d'ailleurs on se rend compte que c'est lié soit à l'histoire du lieu, parfois ça peut être lié aussi à une des personnes qui habitent dans le lieu qui attire consciemment ou inconsciemment ce type d'entité. Par exemple, faut savoir que les gens par exemple qui se droguent ou des gens qui prennent de l'alcool, à forte dose peuvent attirer des entités qui, étant mortes, ont envie de ressentir encore ces sensations-là, de se faire un trip d'alcool ou de cocaïne ou de marijuana, quoi. Ça arrive parfois, on a des entités qui sont collées à quelqu'un qui est en train de boire. Et ben, du coup, là, ben, on l'invite à monter. Voilà. Autre type d'entité, ben, les animaux défunts. Parce qu'on l'oublie souvent, mais un animal aussi, euh, quand il meurt, suivant comment il meurt, ben, parfois, quand sa mort est brutale, par exemple, imaginez, vous habitez dans une maison qui a été construite il y a 50 ans, mais avant c'était une forêt, et dans cette forêt, régulièrement, il y avait des parties de chasse, et même avant, ben, on tuait les animaux parce que... Alors moi, j'aime pas dire leur âme, c'est pas vraiment leur âme, c'est leur esprit qui erre toujours. Mais dans ce cas-là, il y a des esprits d'animaux qui errent, ce qu'on appelle les esprits errants, hein. Dans ce cas-là, ben, on les aide à remonter parce que c'est possible, c'est comme nous. Euh, je me souviens avoir une fois nettoyé un lieu où avant ça avait été un ancien zoo. Je vous dis pas la souffrance animale que c'était, c'était horrible. Il y a certains lieux, ça vous plombe vraiment, quoi. Et je comprends que la personne qui habitait là se sentait mal, hein, parce que c'était vraiment, il y avait beaucoup d'animaux qui ont été maltraités, qui sont morts dans des souffrances, et c'était très 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 compliqué. Voilà. Autre type d'animaux, d'entités, pardon. Euh, vous avez ce qu'on appelle, dans certains lieux sacrés, des lieux qui ont été consacrés à quelque chose, des lieux importants, des lieux qui ont une fonction spécifique, ce qu'on appelle des gardiens des lieux. Qu'est-ce qu'un gardien du lieu? C'est un lieu qui a pour fonction de garder, dans le subtil, un lieu et de le préserver d'attaques, que ce lieu soit mal utilisé. Par exemple, vous avez dans beaucoup d'édifices religieux, quelle que soit la religion, un gardien du lieu. Et d'ailleurs, ce qui est très amusant, enfin amusant, c'est que quand vous changez la fonction de ce lieu, qu'est-ce qui se passe? Ben, si vous n'avertissez pas le gardien, que par exemple ce lieu religieux ne l'est plus et qui va devenir une habitation ou un musée, mais en fait ce gardien énergétiquement il va être perturbé parce qu'en fait c'est comme dans une forêt, hein, vous avez des gardiens, vous avez de tout. Eh bien en fait moi ça m'est arrivé de ressentir une colère d'un gardien de lieu, lieu qui avait été détourné de c'était plus un lieu religieux, que maintenant le lieu avait une autre fonction et que soit bah, il restait là, il acceptait la transformation, soit il repartait. Mais si on n'a pas conscience que parfois, dans des lieux, alors c'est pas dans des maisons, c'est si vous avez un appart, un T2 dans un centre-ville, il y a peu de chances qu'il y ait un gardien du lieu. Mais dans des châteaux, des anciens édifices religieux, des lieux fortement
marqué sur le plan du patrimoine, et c'est possible qu'il y ait un gardien. Bonsoir Marie-Odile, bonsoir tout le monde à ceux qui viennent d'arriver. Merci pour votre présence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Autre entité, ce qu'on appelle les élémentaux. Alors les élémentaux, c'est les êtres de la nature. Je ne délire pas, hein. Quand vous parlez des farfadets, quand vous parlez des fées, quand vous parlez des lutins, quand vous parlez des faunes, et tout ça, ce sont des élémentaux qui sont susceptibles d'être présents dans les lieux. Il est très rare qu'il n'y ait pas au moins un ou deux élémentaux dans une maison que je nettoie énergétiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que 99 fois sur 100, quelle que soit la dimension où ils vivent, donc les élémentaux vivent au-delà de la 3D. Ils ont pour fonction de les élémentaux sont eux-mêmes touchés par cette pollution énergétique. Du coup, souvent, quand on rentre en contact avec eux, eh bien, si vous leur demandez s'ils veulent être nettoyés énergétiquement, ils vous disent oui. Ils sont très contents d'être nettoyés. Bah, du coup, ça passe au nettoyage. Voilà. Alors, d'ailleurs, pour vous montrer à quel point je vous parlais tout à l'heure des gardiens des lieux sacrés, pour vous montrer à quel point notre ignorance de notre société moderne de l'importance des lieux peut parfois rendre pénible la vie dans un lieu. J'ai eu le cas 2 fois. Si vous regardez sur le Bon Coin, dans la partie rubrique immobilière, vous aurez peut-être remarqué que de temps en temps, on voit passer des anciennes églises qui ne sont plus utilisées et qui ont du coup été vendues, qui sont proposées sur le marché immobilier pour habitation. Et j'ai eu le cas notamment d'une fois d'une personne qui m'appelle en me disant, je ne comprends pas, j'ai acheté il y a 1 an et demi une ancienne église qui a été rendue à sa fonction de profane. Je l'ai transformée en loft magnifique, j'ai investi des dizaines de milliers d'euros. Je suis trop mal dans cette maison et notamment dans le salon. Il m'a dit, je comprends pas pourquoi. Je dis, bah, je vais regarder, hein. Donc, j'ai fait l'étude approfondie du lieu. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose toute simple, c'est que ce lieu, qui était donc un édifice religieux, il est consacré. Ça veut dire qu'on le consacre à une fonction particulière. Normalement, pour qu'il soit rendu à sa fonction profane, là, un logement, il aurait fallu qu'il soit déconsacré. Ça n'a pas été fait. Du coup, ce lieu était toujours, euh, virtuellement, c'était toujours un lieu religieux. Ce qui fait que la personne, dans son salon, c'était l'ancien hôtel AU. Donc là où on faisait les rituels catholiques. Du coup, énergétiquement, c'était pas du tout zen, c'était pas du tout reposant, c'était vibratoirement, c'était trop élevé. La personne, elle était trop mal en fait. Voilà, là, ça montre bien, typiquement, c'est l'exemple d'une situation où en fait, on n'a pas pris, on n'a pas fait attention à ce que un lieu particulier, souvent, il a une fonction. Et si sa fonction change, ben, vaut mieux regarder à 2 fois avant de l'acheter, ou alors il faut faire appel à quelqu'un qui va s'assurer que le lieu a été déconsacré. Si c'est pas le cas, il le fait, parce que sinon, penser que vous allez vivre dans une ancienne église ou un ancien temple et que ça va être super, c'est pas forcément le cas. Chaque édifice a sa fonction, chaque édifice religieux a son énergie. Il faut faire attention à tout ça. Voilà, donc c'est super important tout ça. Alors, pour terminer, quels exemples et quels outils simples utiliser pour pouvoir, à titre préventif ou curatif, nettoyer un petit peu sa maison, son lieu, euh, de manière assez simple. Bah, déjà, dans l'absolu, il faudrait qu'avant d'acheter, j'ai de plus en plus de gens qui m'appellent pour ça, avant d'acheter, ou des gens qui viennent juste d'acheter, et si c'est pas bien équilibré, qu'on puisse
rééquilibrer le lieu énergétiquement pour qu'il soit adapté à la construction de la maison, que le jardin soit bien comme il faut, tout ça. Donc déjà, quand on achète un lieu, normalement, il faudrait faire appel à un spécialiste, à minima, comme le faisaient nos ancêtres. Si ce n'est pas le cas, ben, on a toujours le temps de le faire. Ensuite, une fois que vous y habitez, d'abord des choses très simples. Pensez déjà, avant de nettoyer, pensez à ouvrir régulièrement. Parce que, surtout en hiver, même quand il fait un peu froid, énergétiquement, le fait d'ouvrir les fenêtres, ça libère, ça fait respirer le lieu. Autre point super important aussi, parce que l'extérieur est souvent le reflet de l'intérieur, assurez-vous que votre lieu n'est pas trop surchargé en objets. Je m'explique. Dans l'idéal, moi, la question que je vous invite à vous poser quand vous voyez par exemple un objet chez vous, posez-vous cette question très simple. Est-ce que cet objet m'est utile ou est-ce qu'il est joli esthétiquement, est-ce qu'il me plaît? S'il est ni l'un ni l'autre, moi ce que je vous invite à faire, c'est d'aller le ranger dans un coin où vous ne le verrez pas pour faire de la place. Parce que trop souvent, les maisons, enfin, trop souvent, ça arrive assez régulièrement où en fait, on commence à laisser des cartons traîner, des livres, des objets, et du coup, ça étouffe le lieu. Et comme ce lieu, normalement, le lieu tel qu'il devient au bout d'un certain temps, c'est la projection de notre esprit. Donc, bien-être. Donc, quand vous vous dites, ben, par quoi je peux commencer il m'est agréable sur le plan esthétique. Si c'est ni l'un ni l'autre, ben, mettez-le dans un coin, genre la cave ou à la place. Et croyez-moi que ça va vous aider franchement à faire de la place énergétiquement, à libérer, à faire du bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, c'est le revers de la médaille du fait que depuis une vingtaine d'années en Occident, le lieu est vraiment devenu un endroit qu'on a surinvesti. D'ailleurs, on parle souvent, on se fait, c'est un lieu de, nos maisons sont devenues des lieux de cocooning où on adore se retrouver et à tel point que quand il y a eu cette période de Covid avec les confinements et tout, on a surinvesti notre présence de manière obligatoire dans les lieux. Et du coup, le problème, c'est qu'en fait, ces lieux deviennent le déversoir de toutes nos énergies négatives. Toutes les émotions, les sentiments, les pensées négatives qui nous pèsent, ça se décharge dans nos lieux à tel point que ça devient énorme, quoi. Donc pensez à, à sortir de vos lieux, à vous promener, même si vous êtes en zone urbaine, à ne pas rester sans arrêt dans les maisons, sauf si bien sûr vous avez atteint un degré de zénitude où en fait dès que vous êtes dans la maison, vous êtes bien. Dans ce cas-là, vous êtes toujours heureux dans la joie, le bien-être, l'harmonie. Mais si ça n'est pas le cas, bah, offrez à votre lieu de temps en temps euh, une promenade. Donc allez vous aérer et parce qu'il vaut mieux à la limite aller déverser ces énergies négatives dans la nature, parce que la nature, vous inquiétez pas, c'est la machine à laver des énergies négatives, elle fait ça depuis que le monde est monde, hein. Elle transmute sans arrêt. Donc si vous avez des énergies à déverser, il vaut mieux le faire dans un square, vaut mieux le faire dans la rue ou dans la nature que chez soi. Voilà. Parce que c'est un lieu où on vit, où on... Par exemple, pour une pièce, vous pouvez utiliser la sauge blanche ou le palo santo à brûler comme ça. Vous pouvez sur vos lieux de travail aussi, alors sous réserve que bon, ça gêne pas vos collègues, mais euh, la sauge blanche et le palo santo, faut savoir que c'est pas juste une lubie New Age, hein. Il y a eu des études scientifiques qui ont montré que la sauge blanche, notamment, absorbait hein, concrètement les énergies négatives. Voilà, elle avait ce phénomène d'absorption. Donc le fait d'utiliser la sauge blanche ou le palo santo,
a vraiment cette faculté à absorber le négatif. Donc je vous invite à le faire assez régulièrement. Si vous n'y pensez pas une fois par mois, mais l'idéal serait de le faire une fois par semaine dans vos pièces de vie, hein. Donc faites le tour comme ça et puis laissez bien circuler les énergies et puis au bout d'un moment vous ouvrez la fenêtre et vous laissez partir tout ça. Alors autre autre moyen qui est moins connu ou moins utilisé mais qui est vraiment très bien aussi, c'est l'utilisation d'huiles essentielles. Parce que les huiles essentielles peuvent être utilisées de différentes manières et notamment en diffusion. Alors en diffusion, ça peut être par exemple, il y a des appareils qui diffusent hein, l'huile essentielle. Il y a aussi des appareils, vous pouvez faire ça de manière très basique en mettant par exemple de l'huile essentielle dans de l'eau très chaude que vous avez fait bouillir. Et, moi, je conseille souvent une goutte d'huile essentielle pour 2 mètres carrés. Et c'est très bien pour ça. Alors, le type d'huile essentielle. Vous avez par exemple la lavande vraie. Vous la retrouvez là. La sauge, ça peut être la sauge officinale. Euh, alors, pas faire trop souvent parce que l'huile essentielle, c'est quand même assez puissant, hein. Donc, faites pas ça tous les jours, mais vous pouvez faire ça par exemple une fois par semaine sur des petites zones. Alors, vous pouvez pas faire ça sur toute la maison parce que si vous habitez une maison de 200 mètres carrés, ça veut dire 100 gouttes d'huile essentielle, ça va faire un peu lourd, ça va vous coûter cher en huile essentielle. Mais sur des petites pièces, ouais, c'est pas mal. Et bien évidemment, j'allais dire, dans l'absolu, si vous-même vous n'êtes pas formé à ça, au moins une fois par an, faites appel à un énergéticien et géobiologue pour nettoyer vos lieux, que ce soit les lieux de vie ou les lieux de travail. Moi, j'ai de plus en plus de gens qui m'appellent pour les lieux de travail parce qu'il y a un besoin, qu'il y a un besoin. Les lieux de travail sont tellement des lieux d'angoisse, de stress, d'émotion que j'allais dire au moins une fois par an, c'est le minimum. Après, il y a certains lieux où c'est beaucoup plus, mais bon, je veux dire par exemple les hôpitaux, les cliniques, mais bon, c'est énorme. Là, je veux dire tout seul. On peut pas faire ça, ou alors il faut s'y mettre à plusieurs, ou ça prend du temps. Mais pour des cabinets médicaux, des, des lieux de travail pour les architectes ou quoi, au moins une fois par an, il faut faire appel aux gens, quoi. Oui, Palo Santo, c'est extra. Après, entre Sauge Blanche et Palo Santo, très sincèrement, les deux sont très bien. Après, c'est vraiment une question de goût, hein. Mais voilà, les deux, pas dans. Éviter de jeter ça dans le lavabo. Ça peut être bien aussi, du gros sel. Voilà, après, j'allais dire, c'est fonction de vos goûts, ça complète la sauge. Je trouve que ça complète. Évitez par contre de jeter du gros sel dans la pièce parce qu'après, il faut balayer et il faut aller chercher le gros sel. Il y a toujours des morceaux de gros sel qui vont nous échapper, quoi. Donc, voilà. Mais vous avez donc Palo Santo, sauge blanche, vous avez les huiles essentielles, pensez-y en diffuseur, le gros sel et le nettoyage énergétique par un spécialiste au bout d'un moment parce que bah, voilà, c'est comme tout, hein. Bon, quand on se fait, je prends l'analogie avec quand on se fait une petite blessure, bah, on se soigne soi-même. Quand on se casse la jambe, vaut mieux aller voir un chirurgien réparateur. C'est mieux, quoi. Voilà. Bah, écoutez, je me suis dit, je vais respecter 1 heure. Ça fait 55 minutes. Sous réserve qu'il n'y ait pas d'autres questions. N'hésitez pas après en MP ou via mon site internet qui est sur ma page. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions complémentaires sur le nettoyage des lieux. Si vous voulez des explications à ce sujet, n'hésitez pas, je y répondrai avec grand plaisir. Donc, pour résumer, le lieu est le réceptacle des énergies depuis la nuit des temps. Alors, Claire, j'utilise quoi comme huile essentielle? Alors, tu as comme choix la lavande vraie, le citron ou la sauge, comme tu veux. Moi, j'aime bien la lavande vraie parce que l'odeur de la lavande, elle est vraiment chouette. Mais tu peux utiliser la sauge officinale aussi, ou tu peux utiliser le citron. Et en proportion, donc c'est une goutte pour 2 mètres carrés. Voilà.
Voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, écoutez, je vous remercie infiniment de votre présence. Je bois encore un petit coup à votre honneur. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous embrasse. Belle soirée à vous. Ciao.